Bonjour à tous, c'est Anna Kochi en direct de l'enfer pour vous tourmenter. Oui, je sais, j'ai changé de nom, mais ce premier à me le faire remarquer dans les commentaires. Bon, un contexte pour cette vidéo s'impose. À la base, j'étais censée sortir 2 vidéos. Un sur Van Gogh et Neverland, et un second sur Toby Loveless. Sauf que, quand j'ai écrit l'épisode sur Van Gogh en décembre 2018, j'avais pas lu Toby Loveless, que j'avais commandé pour Noël. J'ai tourné la vidéo, extrait. J'ai beaucoup de chouchous. Sauf que maintenant, j'ai lu Toby Loveless, donc ce que je dis dans la vidéo n'est plus d'actualité. Re-extrait. Moi, je vais lire Toby Loveless. Du coup, je vous propose une seule grosse vidéo au lieu de 2 petites. Ah moi ça m'arrange vu que je sors une vidéo tous les 3 mois. Oh, on n'a pas qu'à préparer, des concours d'entrée à passer, des facs à tester. Qui ça? Pas nous. Ok. Après cette introduction un peu trop longue, je vous propose qu'on commence. Alors, c'est parti mes lapins. Timothée de Fontbelle est un dramaturge et un romancier de jeunesse français. Il a écrit, entre autres, Van Gogh, Toby Loveless, sur lequel nous reviendrons plus tard, et Neverland, que nous allons évoquer à la fin de la vidéo. Van Gogh est une saga de 2 livres. Oui, on dit saga même pour 2 livres, on ne dit pas une duologie. Et c'est triste. Une saga, donc, écrite entre 2010 et 2011. On suit l'histoire de Van Gogh. C'est un jeune garçon qui vit seul avec sa nourrice dans les îles éoliennes. Il ne connaît pas ses parents, car on apprend qu'ils ont fait naufrage et que seule la nourrice que l'on nomme Mademoiselle et le bébé ont survécu. Van Gogh grandit donc dans ces îles éoliennes, où il découvre, caché dans les montagnes, un monastère où il est accueilli par des moines qui forgent sa vocation. Mais le chef des lieux, Zéphiro, refuse qu'il intègre le monastère avant d'avoir découvert le monde. Alors, il l'envoie à un ami à lui pour qu'il découvre le monde avant d'être formé en tant que moine. Ça a l'air sympa, comme ça, un garçon qui va découvrir le monde à bord d'un Zeppelin. Mais dès le premier chapitre, on sait que l'histoire ne va pas être aussi rose. En effet, on apprend que Van Gogh est atteint de paranoïa et se sent sans cesse poursuivi. Merci pour l'allitération. Mais finalement, il n'y a pas que de la paranoïa là-dedans, car le jour où il allait être formé moine, un étrange inconnu lui tire dessus dans le public. En parallèle, il est également accusé à tort d'avoir assassiné un de ses amis, Pierre-Jean. Déjà, le livre te met en haleine dès le début, avec une course-poursuite sur les toits de Paris. On sait que le personnage va bouger de pays en pays, dans le monde tourmenté de l'entre-deux-guerres, soit en proie à l'URSS et au nazisme. C'est donc un univers de tension, et le pauvre Van Gogh se retrouve mêlé à des histoires qui le dépassent. Mais ce n'est pas le seul personnage que nous allons suivre. En effet, une palette extrêmement variée de personnages entre en jeu. Oui, même au chapitre 30 du dernier tome. Pour moi, les personnages sont le meilleur atout de ce livre. Sans blague, c'est pas comme si tu disais ça à chaque fois. Oui les amis, mais en même temps, c'est hyper important dans une histoire. Je vous rappelle que sans eux, il y aurait pas d'histoire. Et puis s'ils sont à chier, on est obligé de se les coltiner tout le long. Je disais donc, ils sont variés, attachants, et ont une histoire qui fait qu'on en sait assez, mais pas trop non plus. Comme un ami à nous en fait. On sait ce qu'on doit savoir, et c'est tout. N'allez pas me parler des conquêtes amoureuses de Zéphiro par exemple, on s'en branle. Mais ce qui est pratique, quand les personnages sont aussi variés, c'est qu'on peut faire émerger différentes intrigues sans pour autant se mélanger dans les personnages. Ainsi, on peut suivre le combat de certains protagonistes contre le nazisme par exemple. Je voulais être psychiatre. J'ai passé un doctorat, et j'ai changé d'avis. Il faut savoir changer, Esquirol. Je sais maintenant comme j'aurais souffert. Dans les hôpitaux psychiatriques, on ne soigne plus les malades. On les élimine. Je ne vous parle pas de cela, dit Esquirol. Parmi tant d'autres lois ahurissantes, celui-ci connaissait bien les mesures prises par les nazis contre les malades mentaux. Hitler parlait depuis plus de 10 ans de supprimer les existences inutiles. Vous mélangez tout, insista Esquirol. Non, je te parle de ce que je vis et que tu ne connais pas. Vous êtes complice de tout cela. Vous donnez du travail à ce type qui vient vous voir parce qu'il a des recommandations venues de haut. Ekner gratta doucement la nappe avec son pouce. Il paraissait fatigué. Il fit glisser le papier du garçon devant Esquirol. Tu veux la voir, la recommandation venue de haut? Non. Mais il avança la main. Il prit le papier. C'était une lettre présentée avec soin, signée d'un nom illisible. Esquirol ne savait pas lire l'allemand. Qui a écrit ça? Demanda-t-il. C'est lui. Shift. C'est un faux? Non, c'est la vraie recette du porc au chou. Pardon? Le porc au chou. 1 heure et demie de cuisson, ne jamais remuer. Mais il est fou? Oui. Schizophrénie chronique avec discordance. Tu n'as rien remarqué? On fait quoi pendant les études de médecine à Paris? On se promène dans les quartiers latins avec les filles? Le docteur Esquirol était un peu perdu. Tu as vu ses yeux? Continua Ekner. Le mouvement de sa tête? Tu n'as rien remarqué? Ce garçon n'a jamais mis les pieds aux jeunesses hitlériennes, heureusement. Sinon, un homme en blouse blanche serait déjà dans un laboratoire à faire des expériences sur son cerveau. Alors, je le mets à l'abri. C'est peut-être mes amis de l'université qui me l'envoient, peut-être le hasard. Peu importe. Il portera des bonbonnes et des caisses dans nos hangars de Francfort. C'est mieux pour lui. On pourrait se dire, waouh, un univers aussi tendu
dur à lire. Mais en vrai, non. L'auteur gère parfaitement son affaire entre le string et la culotte de grand-mère. C'est-à-dire que tu peux passer d'une course-poursuite sur les toits de New York à une vente de parapluies qui part en couille. Et non, pas d'extrait pour ça, je te laisse découvrir par toi-même. Oh. Bon d'accord, je vais vous lire un autre extrait. Vous vous souvenez des personnages qui apparaissent au chapitre 30 du dernier tome? Voilà comment ils apparaissent. Ce qui ne se fait pas, dit Barthélemy en pliant son chiffon, c'est de faire apparaître un nouveau personnage dans les derniers chapitres. Et pourquoi pas, cria le patron au fond de la salle. Et même deux si je veux. Moi, je trouve que ça manque de respect. Je vous en foutrais du respect, Barthélemy. Lavez cette vitre et laissez-moi travailler. Casimir Firmini se remit à frapper rageusement sur sa machine à écrire. Il arrivait au bout de son premier roman. Barthélemy et tous les employés du restaurant en avaient lu chaque page au fur et à mesure de l'écriture. Ils donnaient leur avis, réclamaient des aménagements. Ils voyaient déjà leur patron entrer à l'académie. J'aime cet auteur, nom de Dieu. Si j'avais un dernier conseil à vous donner, ce serait de vous laisser plonger la tête la première dans cet univers. Laissez-vous imprégner par l'œuvre jusqu'à ce qu'elle agrippe vos souvenirs. C'est un livre simple qui peut toucher beaucoup de gens par sa polyvalence. Et surtout, n'oubliez pas, l'oiseau est partout et insaisissable. Cette Anka avait 8 ans et demi. Quand elle allait voir un film, la nuit, dans l'ancien jardin d'hiver transformé en salle de cinéma, elle était toujours suivie par une colonne de voitures blindées et des dizaines de gardes. Elle trottinait devant. Ce soir-là, son père, qui marchait juste derrière elle, écouta un homme lui faire son rapport. On a retrouvé sa maison et la femme qui l'a élevée, mais aucune trace de lui. Il semble qu'il n'habite plus là depuis longtemps. Trouvez-le. Elle tendit l'oreille. On parlait de l'oiseau. Bon, passons à Toby Loveless, et cette fois, c'est moi qui m'en charge. C'est aussi une saga de 2 tomes, mais qui sont parus entre 2006 et 2007. Vous commencez à voir où je veux en venir? Toby Loveless est un petit être de 2 mm qui vit dans un arbre avec ses parents. Son père, Sim, est un chercheur extrêmement réputé qui découvre comment donner vie à des objets inanimés grâce à la sève. Mais il découvre aussi que l'arbre qui leur sert d'habitat est vivant et que la sève est l'équivalent de son sang. Ainsi, cette exploitation pourrait avoir des conséquences dramatiques sur leur environnement. Comme la perte de sa maison, par exemple. Pourtant, le gouvernement, et notamment Joe Mitch, un grand industriel, se fiche de la survie de l'arbre et sont obnubilés par l'invention de Sim. Ils poussent alors la famille en exil dès les 7 ans de Toby et les traquent alors que le jeune homme n'a que 13 ans. On pourrait avoir peur que l'histoire de Toby soit sensiblement la même que celle de Van Gogh. Et bien qu'il y ait des éléments communs dans ces deux histoires, Toby Loveless n'est clairement pas un mauvais livre. Bien au contraire, j'ai dévoré le premier tome en 2 jours. J'étais même tellement dans l'histoire que j'ai été obligée de prendre un jour pour réaliser ce qui était arrivé dans les dernières pages. Est-ce que je vais trop mes lectures? Oui, très certainement. En fait, le problème que j'ai avec ce livre n'apparaît qu'à partir du second tome. Mais ça me laisse quand même un goût amer dans la bouche. Non, je trouve pas. Avec Van Gogh et le premier tome, j'avais été habituée à des intrigues bien ficelées et des révélations, s'il y en a, qui valent le détour. Ce deuxième tome a été une claque dans la gueule, littéralement. Sérieux, il y avait des longueurs et des longueurs, et quand tu pensais arriver enfin à la fin, boum, t'as quelque chose d'autre qui leur tombe dessus. Bonjour, je suis le héros et je vais secourir mon ami d'enfance. Bonjour, je suis l'ami d'enfance, et bah j'ai réussi à m'échapper. Et c'est ça à chaque fois! En lisant le tome 2 de Toby Loveless, j'étais triste. J'avais l'impression d'être trahie par l'auteur. Mais revenons à la date de parution. Entre 2006 et 2007, vous vous souvenez? Van Gogh est la preuve que l'auteur a su affiner son style pour le rendre plus accrocheur. C'est ça l'importance en fait, que les futures œuvres de Fombelle soient meilleures que tout ce qu'il a fait avant. Bonjour, je suis Lana du montage. J'ai fait lire Toby Loveless et Van Gogh à ma mère et elle a préféré Toby Loveless. Donc tout ce que je vous dis là, c'est de la merde. Voilà, bonne vidéo. Si vous voulez lire Toby Loveless, je vous le conseille avant Van Gogh. Sinon, vous risquez d'être déçus et ça serait dommage. J'aimerais quand même vous parler de Neverland. Il s'agit de son premier roman dans la catégorie adulte. Et quand je dis adulte, c'est que c'est destiné aux adultes. C'est pas du porno. Eh bien, vous savez quoi? C'est un de ces romans jeunesse avec l'étiquette adulte dessus. C'est exactement la même chose. Un homme qui décide de partir à la recherche de son enfance perdue. Je place ce livre ici car je n'aurais pas eu assez à dire pour une seule vidéo. Le livre est court et se lit très rapidement, et il est moins immersif que les deux autres. Mais il est beaucoup plus poétique et la réflexion est plus explicite que dans ses romans jeunesse. Timothée de Fombelle nous rappelle juste qu'il ne faut pas oublier son âme d'enfant. Mais je ne peux pas vous présenter ce livre sans vous citer cette phrase que je trouve très belle et lourde de sens. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé un nouveau style vestimentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. J'ai plein de projets en tête, il faut juste que je trouve le temps de les réaliser entre 2 révisions. Allez, c'était Anna Kochi en direct de l'enfer, pour vous tourmenter.